Tac. C'est parti. Bienvenue à tous dans ce webinaire consacré à l'automatisation de la prospection. Pour me présenter en 2 minutes, David Flack, cofondateur de Start the Fuck Up. On est un studio d'innovation et on aide les grands groupes et les entrepreneurs à lancer leurs projets, à lancer leur automatisation de la prospection et des choses comme ça. Et on utilise notamment pas mal d'outils, dont Drop Contact, dont j'ai le plaisir d'accueillir le fondateur et CEO Denis. Salut Denis. Ouais, bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci de m'accueillir, David. Très heureux de faire ce webinaire aujourd'hui. On va essayer d'être très concret. Et puis, voilà, tu voulais en savoir un petit peu plus sur comment automatiser des process, un petit peu ce que nous, on avait mis en place et connaître un peu des outils qui sont, on ne va pas dire incontournables, mais qui permettent aujourd'hui, effectivement, d'être focus sur son business. Et dis-moi. Vas-y, je t'ai coupé, désolé. Non, juste d'être focus sur son business et de rentabiliser son temps sans tomber dans le travers de faire de la grosse masse en disant je vais arroser la terre entière. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel moi je me bats depuis longtemps. Il y a plusieurs sujets comme ça. Il y a le fait de plus faire ce qu'on faisait il y a 10 ans et de faire de l'hyper-personnalisation, de l'hyper-ciblage, et puis de faire des choses qui sont RGPD compliant, puisque de plus en plus, effectivement, c'est un sujet qui pose des points d'interrogation. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on n'ira pas raconter la vie du dark web. Dessus, on va parler de choses opérationnelles et que chacun peut activer à son niveau. Cool. Est-ce que juste avant qu'on démarre, tu veux nous parler un tout petit peu de Drop Contact, ce que ça fait, où on est, etc. Bien sûr. Drop Contact, j'ai créé la boîte fin 2016, donc tout début 2017. On a travaillé pendant 2 ans quasiment à faire que du développement, que de l'algorithmie. Ce que fait Drop Contact, en fait, c'est qu'il va enrichir tes données, les cleaner, détecter les doublons, fusionner tout ça et te permettre finalement, à partir du prénom, du nom et du site web d'une boîte ou éventuellement du nom de l'entreprise, de t'enrichir toutes ces données-là. On est aujourd'hui reconnu comme la meilleure boîte pour te fournir des adresses email nominatives pro validées. On a du gros travail là-dessus. Avec une particularité, c'est qu'on ne travaille pas avec une base de données. Parce qu'une base de données, en fait, comme tous nos confrères font, en fait, ils essaient de faire la plus grosse base de données. D'ailleurs, sur les sites, c'est marqué 100 millions, 130 millions, 300 millions de contacts dans leur base de données. Tu as ça 2 problématiques. L'une, c'est que du coup, tu as une obsolescence des données aujourd'hui. Et puis 2, pour le coup, ce n'est pas RGPD parce que tu n'as pas le droit de prendre des données et les mettre dans une base pour les revendre sans que les gens aient accepté. On en parlera peut-être plus tard, éventuellement, si tu souhaites. Mais voilà, la différence, c'est que nous, au moment donné où tu déposes le prénom, le nom et le nom de la boîte, à ce moment-là, c'est là où on va aller check l'adresse email et te la fournir. Mais on ne fait pas que ça, on fournit aussi les numéros de téléphone. Et on rentrera un peu dans le détail peut-être un peu plus tard dans des pièces complets. Top. Alors, ce webinaire, il va se découper en 2 parties. Enfin, 3 parties avec les Q&A, mais la première partie, on va rappeler un peu les outils. Donc, la base de quels sont les outils qui sont nécessaires pour faire de la bonne prospection. Ensuite, on va parler de comment les mettre en musique et les automatiser. Donc, je vais énumérer déjà les différentes étapes. Denis, tu me dis si tu es d'accord ou pas avec tout ce que je dis. La première étape, et d'ailleurs c'est une question qui a été posée dans le chat, mais c'est indispensable, c'est de choper les profils des gens. Donc pour choper les profils des gens, soit tu as une base de données en interne que tu as créée au fil des années, soit le meilleur moyen quand tu es en B2B, mine de rien, c'est d'aller sur LinkedIn Sales Navigator. Donc LinkedIn, vous connaissez tous, tu prends le premium à destination des sales qui s'appelle Sales Navigator et ça te donne un outil qui est une sorte de un gros filtrage. Tu as une grosse base, tu as la base de données de tous les profils sur LinkedIn et tu peux utiliser plein de filtres comme quel est le titre de la personne, tu as des filtres donc sur son titre, son ancienneté dans la boîte, etc. Des filtres sur son entreprise, quelle est son entreprise, la taille, le secteur, etc. Et comme ça peut te permettre de choper, par exemple, tous les directeurs innovation de grands groupes de plus de 10 000 personnes dans le secteur de la santé, si ça t'intéresse, pour aller taper tous les directeurs innovation des labos pharma, par exemple. Voilà, ça, c'est une possibilité. Donc, ça te permet d'aller chercher ton persona directement et d'être hyper précis. Ça, c'est le premier outil. Une fois que tu as ça, LinkedIn n'aime pas trop que tu puisses télécharger des recherches, que tu puisses scraper des choses. Donc, il faut utiliser un premier outil, enfin un deuxième outil si tu comptes SalesNav comme un outil, qui est un outil de scrapping. En fait, c'est un outil qui va transformer ta recherche sur Sales Navigator en fichier Excel
dans lequel tu auras le prénom, le nom, la société, le poste, etc. etc. Pour ça, on va voir, il y a différents outils qui existent. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle scrap.io. Toi, Denis, tu utilises DocSoup, il me semble, pour ça? En fait, non, nous, on n'utilise pas d'outils pour faire ça. Ok. Je vais revenir peut-être juste sur cette navigateur, peut-être en amont, à moins que tu veuilles présenter les 5 outils Non, qu'on non, rentre. vas-y. Voilà. En fait, le premier point, et j'irai même un peu avant Sales Navigator, c'est-à-dire que la première étape, c'est de définir quelles sont les entreprises qui sont cibles. Et pour la définition des entreprises qui sont cibles, il faut être très précis. Parce qu'en fait, ça n'existe pas de prospecter au hasard en disant ben voilà, j'ai prospecté la terre entière et n'importe quelle entreprise. Donc, il faut que tu arrives à déterminer au départ ce qui est discriminant et quelles sont tes targets principales. Il vaut mieux prendre une verticale ou 2 verticales que d'essayer de faire toutes les verticales dessus. Donc, pour ça, tu peux, si ta cible est B2B et si ta cible, on va parler essentiellement de B2B aujourd'hui, hein, et si ta cible sont les entreprises françaises, tu peux par exemple aller sur le site de Sirène, sirène.fr, et sur le site de sirène.fr, tu vas pouvoir avoir l'exhaustivité des entreprises françaises avec différents critères. Dans les différents critères, tu peux avoir la taille salariale, tu vas pouvoir avoir la région où est implantée l'entreprise. Tu vas pouvoir avoir aussi le secteur d'activité. Les secteurs d'activité en France, c'est ce qu'on appelle les codes NAF. Donc, ça te donne des secteurs d'activité qui sont regroupés plus ou moins bien, enfin plus ou moins précisément, et qui sont extrêmement précis. Et là, à partir de ce moment-là, tu peux dire, si je regarde les entreprises qui sont les clients les plus pertinents pour moi, ceux qui signent le plus vite avec le plus gros chiffre d'affaires, on va dire que c'est par exemple les startups qui ont fait les startups qui ont fait une série A ou une levée de fonds. Ok. Eh bien, donc tu vas pouvoir déterminer ces entreprises-là et te dire, je vais rechercher toutes les entreprises qui ont fait des levées de fonds. Ou si tu dis, c'est les laboratoires pharma, comme tu disais tout à l'heure, eh bien, en allant sur Sirène, tu vas pouvoir aller chercher tous les laboratoires pharma qui ont tant de salariés dans tel secteur, dans telle région, etc. Et donc avoir cette liste d'entreprises. Et tu peux le faire aussi sur d'autres critères discriminants. Et du coup, tu rentres la liste d'entreprises sur Sales Navigator. Quand il y a une liste entreprise, tu peux les rentrer un par un si tu as déjà fait l'extra. Alors, un par un, mais on va voir qu'on peut aller beaucoup plus loin. Tu peux aussi avoir une autre démarche et te dire que moi, dans mon entreprise, je cible des sociétés qui utilisent, parce que je ne sais pas, tu fais un bot, je cherche les entreprises qui utilisent Shopify ou PrestaShop ou n'importe quel système qui est installé sur un site web. Là, tu as des solutions qui vont te permettre d'aller trouver la liste de ces sociétés-là. Par exemple, tu as j'ai oublié le nom. Billweave. Tu as Billweave, mais tu en as d'autres. Hein. Tu as Billweave qui va te permettre effectivement de dire je cherche les sites web des boîtes françaises qui ont Shopify installé. Et là, tu vas aussi retrouver une liste d'entreprises que tu vas pouvoir utiliser ensuite dans la deuxième étape sur ce navigateur. Donc, en fait, le point de départ, c'est toujours de bien cibler les entreprises. Ça rejoint un terme qui est utilisé par les Américains il y a un bon moment et qui est un peu plus à la mode maintenant en France, qui revient un tout petit peu, qu'on appelle l'ABM, la Account Based Marketing, qui est en fait une stratégie de définir des sites, des entreprises nommées et de dire, voilà, ces entreprises-là, c'est 100, 500, 1000 entreprises sont dans ma target du trimestre, ou du semestre ou de l'année. Et donc, c'est cela que tu vas aller cibler en priorité. C'est le point de départ. Et ça nécessite de la réflexion, ça nécessite une réflexion stratégique sur les types d'entreprises qui sont les plus pertinentes pour toi. Une fois que tu as fait ça, tu vas effectivement utiliser LinkedIn ou Sales Navigator dans LinkedIn. Pourquoi? Parce que LinkedIn est la meilleure base de données B2B qui existe, en tout cas en Europe. Allemagne mise à part parce qu'ils ont leur propre LinkedIn, entre guillemets. Et donc, c'est LinkedIn la vraie référence. C'est-à-dire que tu as des solutions sur le marché qui existent, qui vont te dire, ah, on a la meilleure base du monde, on a 600 millions de profils, etc. Sauf que souvent, ce sont des données qui ont été, parfois pour certaines, récupérées dans le dark web, puisque LinkedIn s'est fait hacker ces données il y a quelques années. Ça peut être aussi des solutions qui, à un moment donné, faisaient du gros scrapping en masse à l'époque où c'était faisable, avec plein de faux comptes, avec plein de serveurs dans tous les sens, et qui allaient faire un scrapping de LinkedIn en très grosse masse pour te revendre en fait des données qui ont été prises de LinkedIn. Petite particularité qui est importante, enfin il y en a deux. La première, en fait, c'est que il y a une obsolescence des données qui est très rapide et qui est très forte maintenant. C'est-à-dire que quand tu avais une base de données, quand une entreprise avait une base de données et les revendait, il y a 10-15 ans, au bout d'un an, tu avais à peu près 10% de la base qui n'était plus à jour parce que les gens avaient changé d'entreprise. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, si tu veux, quand tu as une base de données,
au bout d'un an, tu as perdu 25 à 33% de ta base parce que les gens ont changé d'entreprise. Et encore, là, je parle avant le Covid. Et donc, en fait, ces bases de données sont plus mises à jour. Donc, tu vas avoir des gens qui sont dans cette base de données qui vont te vendre, mais qui ne sont plus dans l'entreprise qui est indiquée dans leur base de données parce que les gens ont changé. D'ailleurs, c'est le vrai critère, hein. C'est-à-dire que LinkedIn, c'est nous-mêmes qui changeons, qui mettons à jour nos fiches. Et c'est parce que c'est nous-mêmes qui mettons à jour nos fiches que les fiches sont rafraîchies et sont à jour. Et le meilleur exemple, il y a deux, trois éléments là-dessus, c'est que, un, quand tu es commercial et que tu dois contacter quelqu'un ou faire quelque chose, le premier effet que tu fais, c'est d'aller regarder sur LinkedIn. Okay, donc, tu vas aller regarder l'information la plus fraîche possible. Le deuxième élément, c'est toutes les solutions de scrapping, toutes les solutions de vente de données, etc., vont toutes chercher l'information sur LinkedIn. Donc, la meilleure source, c'est LinkedIn. Donc, ton point de départ, c'est ce que tu évoquais, c'est LinkedIn. Et ensuite, tu peux utiliser, juste je finis sur LinkedIn, tu peux utiliser LinkedIn pour faire des recherches. Donc, ça, c'est bien effectivement quand tu commences, quand tu as un volume, etc., c'est bien de s'entraîner sur LinkedIn. Et après, tu vas pouvoir passer à Sales Navigator. Et Sales Navigator va te permettre de pousser tes recherches. Il y a un élément qui est important et qui a changé, c'est que pour passer de ta liste d'entreprises à ta recherche de contacts, le problème, ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est que tu vas rentrer tes entreprises une par une et puis tu vas aller rechercher les profils des gens. Et ça, c'est assez laborieux. Et donc, tu vas pouvoir utiliser quelques solutions aujourd'hui qui te permettent un peu d'automatiser ça. Je pense à des choses que font Phantom Buster ou Captain Data, qui sont deux boîtes françaises et qui permettent de scraper, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Mais il y a bien mieux. Il y a bien mieux, pourquoi? Parce que LinkedIn avait une fonction d'import de liste d'entreprises qui n'était disponible que dans l'abonnement Sales Navigator Enterprise. Le Enterprise, il coûte, je ne sais plus, quelque chose comme 350 à 500 euros par personne mensuel. Et tu es obligé de prendre minimum 10 licences. Donc, en gros, assez inaccessible, sauf si tu es un grand groupe. Ce qui a changé le mois dernier, c'est que maintenant, entre le Sales Navigator Premium dont tu parlais et le Sales Navigator Enterprise, tu as le team. Et dans le team, ils ont inclus la fonctionnalité d'import de liste d'entreprises. Et ça, c'est une pépite que moi j'attendais depuis 2 ans, qui fait qu'en fait, tu vas en un clic importer ta liste. Et dans Sales Navigator, tu vas avoir ta liste d'entreprises. Donc, c'est très intéressant parce que l'importation est hyper simple. Tu peux importer les sites web, mais tu peux même importer juste le nom des entreprises. Tu vas peut-être avoir 85-90% d'exactitude dans la sélection de l'entreprise qu'ils vont faire. Donc, si tu mets juste une boîte, ils vont aller chercher la boîte, le site web et tout. Et franchement, leur algo est vraiment pas mal du tout. Une fois que tu as cette liste, tu vas en pouvoir créer d'autres. Donc, tes listes de recherche, mais tu peux pouvoir aussi créer tes listes d'exclusion. Un exemple et une bonne pratique, c'est que tu exportes la liste des compagnies ou des sociétés qui sont déjà clientes chez toi. Et quand tu vas faire ton scrapping sur Sales Navigator, tu vas dire je cherche les gens qui sont dans ces entreprises, mais qui ne sont pas dans mes entreprises qui sont déjà clientes, et je cherche la cible responsable digital, etc. Voilà. Et une de mes recommandations, et là où je trouve que souvent c'est un point de faiblesse qu'on a à peu près tous, c'est qu'il faut vraiment devenir un expert des recherches sur Sales Navigator. Très souvent, c'est un petit peu négligé, c'est-à-dire que les gens font une recherche un peu rapide en disant je cherche les CEO, je mets 2-3 critères et c'est bon. Non, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut vraiment faire des recherches qu'on appelle booléennes, c'est-à-dire qu'il faut faire des exclusions, il faut faire des inclusions. Donc, il faut vraiment poncer le sujet de la recherche LinkedIn en amont, parce que si tu fais une bonne recherche LinkedIn, bien ciblée, tu feras un scrapping qui sera vraiment pointu et tu auras des bonnes coordonnées, des bonnes personnes. Ok. Ça, en effet, hein, je reste dessus une seconde, je rebondis. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu la tendance de ces dernières années, mais encore plus, j'ai l'impression que c'est exacerbé depuis quelques mois, peut-être un an, où j'entends parler de plus en plus de ça, c'est d'aller beaucoup plus vers de la qualité, de l'hyper-personnalisation. Et j'ai l'impression qu'il y a 2 ans, on en parlait beaucoup moins. On disait non, mais tu peux faire plein de trucs, peut-être parce que les outils étaient un peu plus neufs. Mais aujourd'hui, mon sentiment, tu me dis ce que tu en penses, Denis, mais c'est que, ok, plus personne, enfin, il faut aller vraiment vers l'hyper-personnalisation parce que tout le monde connaît les outils maintenant et donc tout le monde va réussir à bourriner. Et donc, pour aller un peu plus loin, pour se différencier, parce que c'est toujours ça le jeu, c'est de se différencier des autres. Nous, à chaque fois qu'on a des calls avec des entreprises, ils nous disent c'est marrant, je reçois 100 mails par jour, mais le vôtre, j'ai répondu. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, il est personnalisé, parce qu'il y a des trucs qui font qu'il a envie de répondre. Mais c'est vraiment ça le jeu. Hein. C'est
Le gars, il va recevoir 150, peut-être pas 150 parce que je parle de grand groupe, mais le mec, il va recevoir 10 demandes par jour. Il va en répondre à une par semaine parce que ça va être la bonne, quoi. Celle qui lui aura Ouais. Mais tu as raison parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a les outils, mais il y a aussi la perception qu'on a. C'est-à-dire que euh, en, en fait, les individus changent, on change, nos pratiques changent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait l'envoi d'emailing en masse. Donc, tu envoyais 100 000, 200 000 emails en masse et tu avais un taux d'ouverture et tu avais des gens qui répondaient et c'était très bien et tu arrivais à convertir. Sauf que maintenant, en face, tu vois, si on inverse le schéma, c'est-à-dire si tu te mets non plus à la position de la personne qui envoie, mais la personne qui reçoit. Quand moi, je reçois plein d'emails qui n'ont aucun sens pour moi, qui n'ont aucun intérêt, qui sont mal écrits, du coup, ça m'ennuie, ça m'embête. Du coup, je les colle en spam. Du coup, tu vois, quand ce n'est pas travaillé, je fais ça. Et en fait, je ne suis pas le seul. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui est réticent à être sollicité, voire sursollicité quand ça ne cible pas. Typiquement, on va dire que je suis vegan et si tu m'envoies des pubs sur la viande, ça va m'agacer. Par contre, si je suis vegan et tu m'envoies des pubs sur des produits vegan trop cool, je vais trop kiffer. Je vais dire, bon, je ne suis pas vegan, moi je suis plutôt viandard, mais bon, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est le ciblage est hyper important et de plus en plus. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de monde et beaucoup de possibilités aujourd'hui d'envoyer des données, de contacter des gens, on est tous sursollicités. Et la sursollicitation fait que naturellement, on fait des filtres. Donc, on les fait intellectuellement, mais les solutions en face font des filtres. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, par exemple, dans ma boîte, je suis sur G Suite, je reçois très peu d'emails. Pourquoi? Parce que d'abord, je me désabonne systématiquement de toutes les newsletters, de tout ce qui est sursollicité, qui est envoyé où je ne me suis pas inscrit, etc. Les filtres de G Suite, Gmail fonctionnent très, très bien pour isoler dans les promotions, dans les machins, etc. Donc, c'est très bien filtré. Et donc, il y a un jeu, tu sais, un peu du chat et de la souris, en fait. Tu vois, tu essaies de rentrer à gauche, bah, ça ne marche plus, c'est protégé, etc. Et là, on l'a vu dernièrement avec LinkedIn, où en fait, tu as des outils qui permettent et qui sont assez cool quand ils sont bien utilisés d'envoyer des invitations LinkedIn. Et donc, tu as des invitations LinkedIn. Du coup, ça a été sursollicité. Il y a des gens qui envoient des invitations dans tous les sens pour tout et n'importe quoi sur LinkedIn. Et du coup, LinkedIn a commencé à mettre en place des solutions qui permettent de limiter l'envoi. Au lieu de faire 100 par jour, invitation LinkedIn, de passer à 100 par semaine. Donc, si tu veux, ça fait un grand coup dans la fourmilière du truc et ça pousse les gens maintenant à travailler de manière plus logique. Après, il y a un autre phénomène qu'il ne faut pas nier, c'est que le gros hacking, moi, je l'ai connu à l'époque, en 2014, chez The Family, où c'était Oussama Ikoum qui avait importé l'aspect du gros hacking en France, qui venait de San Francisco. Tu vois, c'était pas, personne n'en parlait vraiment, etc. Et puis, ça s'est énormément démocratisé. Il y a eu plein de logiciels, plein de solutions SaaS, plein de formations de YouTube et tout. Du coup, tu regardes des formations, tu dis, bah, c'est trop facile, je prends l'outil, ça me coûte 15 € et j'appuie sur le bouton et j'arrose la terre entière. Et on revient de ces pratiques-là sur quelque chose qui est plus raisonné, comme tu disais, qui était hyper personnalisé, hyper ciblé. C'est pour ça que je parlais de l'hyper-personnalisation au départ. Et je reviens juste parce qu'il y a quelqu'un qui posait une question tout à l'heure. Sur le sirène, oui, le sirène, c'est un exemple. Quand je disais de sirène et passer sur les boîtes françaises en faisant le sirène, mais il y a des tas d'autres solutions techniques ou stratégies pour aller déterminer les entreprises en amont de LinkedIn Sales Navigator. LinkedIn Sales Navigator dans le ciblage des entreprises est beaucoup moins précis que ce que tu vas pouvoir faire avec dessus. Pour répondre juste à Thierry qui nous dit est-ce qu'on peut se passer de Sales Navigator, est-ce qu'on peut investir les 60 € mensuels dans d'autres outils? Moi, je pense que non. Je pense que vraiment, si tu as un outil dans lequel investir, c'est celui-là parce que c'est la base de données, tu as tout. Et si tu compares, en fait, finalement, c'est quoi 60 € par mois? Si un panier moyen client peut te rapporter, tu vois, globalement, je ne sais pas ce que tu vends, mais si tu signes un client grâce à SalesNav que tu n'aurais pas signé 100, bah, tu as remboursé SalesNav. Donc, en fait, pour moi, c'est un peu no-brainer. Moi, je sais que j'ai pris au tout début, on n'avait pas d'argent dans la boîte, etc. Ça nous a permis de signer un client à 30 000 balles. Donc, on l'avait remboursé déjà sur 10 ans en 3 mois, quoi. Donc, je trouve que c'est vraiment un bon investissement. Ce n'est pas du tout superflu. Je trouve. En fait, ouais. En fait, moi, j'ai à peu près la même chose que toi. C'est-à-dire que oui, au tout début, quand tu es, en train de créer ton produit, ta solution, que tu es en train de découvrir les choses et que tu as besoin d'avoir quelques personnes à tester dessus, bah oui, tu peux te contenter de LinkedIn et ça fait le job, etc. Par contre, dès que tu commences à rentrer sur de l'acquisition de clients où ça devient un sujet, et je pense que les gens qui sont effectivement à ce webinaire-là sont dans cet aspect-là, c'est un non-sujet, je te rejoins complètement. D'ailleurs, ça ne s'appelle même pas investir, c'est un frais de dépense, tu vois. On est en train de parler de 60 € et j'irai même plus loin puisque le team, il est plus cher.
Mais il faut, à mon sens, prendre le type. Moi, ça m'a sauvé la vie. Ça nous fait gagner un temps, mais incroyable. Enfin, là, on n'est pas en train de parler même d'un stagiaire. Tu as un stagiaire, tu es à 600 euros minimum par mois. Et encore, il faut quand même un ordinateur, de l'électricité. Bon, bref, c'est tout ce qui va avec. Là, si tu veux, le fait d'avoir un bon outil qui te permet de bien cibler, c'est parfait. Il ne faut pas oublier aussi que, comme tu es limité par jour sur ce que tu vas pouvoir scraper avec les différents outils, si ta sélection de départ elle n'est pas bonne, en fait, il y a beaucoup de choses que tu vas mettre en déchet. Je prends un exemple. Si tu scrapes 100, je prends 100 pour faire simple, tu scrapes 100 personnes par jour, si ta sélection elle n'est pas bonne au départ avec un Sales Navigator et une recherche bien avancée, tu vas peut-être en avoir 30 ou 30 qui seront bons dans ta cible et les 70 autres qui ne sont pas bons, même à la limite, tu vois. Et donc, tu perds beaucoup de temps et beaucoup d'énergie sur ce que tu vas pouvoir faire par rapport à bien cibler. Donc, oui, au tout début, LinkedIn, pas besoin parce que tu es en construction de ton produit, tu cherches ton marché, tu es en recherche et tu peux faire l'économie de ça. Mais après, indéniablement, ce n'est même pas un sujet, quoi. Je dirais même, il ne faut pas se poser la question, quoi. Donc, on a défini nos personas, on a mis la recherche sur LinkedIn, on a tout, on a la recherche parfaite. Là, on a ces personnes-là. On sait que si on les contacte bien, ils vont nous répondre. En tout cas, ils sont intéressés. Comment est-ce que toi, tu scrapes cette donnée-là? Moi, ce que je fais, c'est je prends l'outil qui s'appelle scrap.io qui me permet, je crois que ça coûte 50 balles par mois ou 30 balles par mois, je ne sais plus, les prix changent tout le temps, qui permet de scraper. Donc, c'est un plugin Chrome. Tu cliques, tu fais extract list et ça te sort ta liste. Si tu as 300 personnes dans ta recherche, ça te les sort dans un joli Excel. Et en plus, il te trouve certains mails. Bon, après, tu fais confiance ou pas à sa recherche de mails, peu importe. Mais le plus important, c'est qu'en un clic et 20 secondes, quand tu as 300 personnes, tu as ta liste. Ensuite, cette liste-là, tu peux la télécharger. Et là, tu commences à travailler avec un bel outil, quelque chose de sympa. Et donc, l'étape d'après, je finis comme ça, on a la big picture. L'étape d'après, c'est d'enrichir la donnée, de t'assurer que le mail il est bon et éventuellement de rajouter des choses. Donc, moi, là, personnellement, j'utilise Drop Contact, qui est un super outil qui, en gros, Drop Contact, pour le coup, c'est l'UX la plus simple de tous les temps. C'est-à-dire que tu prends ton CSV, tu le drag and drop dans Drop Contact et ensuite, ils te reviennent vers toi 15 minutes ou 30 minutes après avec ta liste enrichie. Donc, ça, c'est assez classe. En termes d'UX parce que tu n'as vraiment rien à faire. On ne peut même pas faire de démo en fait, tellement c'est con quand tu le fais dans ce sens-là. Et ensuite, une fois que tu as cette belle donnée, moi je conseille de retravailler un peu après l'Excel pour soit mettre des champs dynamiques en plus de personnalisation, soit aussi pour changer parfois les entreprises parce que quand le mec il a mis qu'il travaille chez Coca-Cola and Company LLD, c'est un peu con de lui envoyer bonjour, j'ai vu que vous travaillez chez Coca-Cola and Company LLD United States. Ça fait un peu con. On voit que c'est un mail auto. Et donc, retravaille un peu ça, notamment rien que sur les entreprises, éventuellement aussi mettre des bons champs dynamiques, etc., pour personnaliser au max. Et enfin, je termine sur ça, tu l'intègres dans un dernier outil qui s'appelle un mail merger, c'est-à-dire quelque chose qui va envoyer des emails à ta place depuis ton adresse mail. Donc là, on disait, il y a Lemlist, il y a Woodpecker, il y a Clenty. Je ne sais pas s'il y en a un qui est mieux que les autres. Moi, j'aime bien Lemlist. Chez nous, on utilise aussi Clenty. Woodpecker, je l'utilisais au début parce que c'est extrêmement simple à prendre en main, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc je ne sais pas s'il y en a un à préférer. Mais voilà, ça, c'est globalement le flow global. Denis, je te laisse réagir un peu sur ces différentes étapes du flow. Quels outils, toi, tu recommandes? Alors, pour scraper, donc scrap est bien en termes de scrapping, en termes d'email, c'est une base de données, c'est des anciennes bases de données qu'ils avaient récupérées à une époque, donc il y a vraiment d'obsolescence de la data à l'intérieur, et effectivement, tu as une problématique RGPD, mais vraiment, tu as une obsolescence de la data. L'autre élément, mais par contre, lui, c'est assez sympa. Si je compare, je fais simple, tu prends un DuckSoup, et je ne suis pas actionnaire de DuckSoup, je crois que l'extension, c'est juste 15 euros. Donc déjà en termes de prix, ça n'a absolument rien à voir. Tu peux aller plus loin. Tu peux pour un montant équivalent au premier prix que tu as sur Scrap, tu vas pouvoir envoyer tu vas pouvoir le connecter à ton CRM si tu n'as pas Drive. Tu vas pouvoir envoyer des séquences d'invitations LinkedIn, de workflow, etc. Donc ça va quand même assez loin, beaucoup plus loin à mon sens que ce que fait Scrap. Donc tu as DuckSoup. Après, tu as des boîtes et des solutions qui sont plus puissantes, qui sont aussi très puissantes, qui vont pouvoir permettre de faire pas mal de choses. Je pense à Phantom Buster, donc PH, Phantom Buster. Un tout petit peu technique, mais par contre, tu peux faire plein de choses parce que non seulement tu vas pouvoir scraper les gens, mais tu peux aussi récupérer les gens qui ont commenté un post, les gens qui ont liké un post.
les gens qui appartiennent à un groupe. Donc, tu peux aller plus loin dans un ciblage. Tu vois, ça peut être un élément en te disant, bah, tiens, j'ai une solution qui est proche de mon univers à moi. Et potentiellement, les gens ont le même intérêt, donc c'est dans mon target. Et cette boîte concurrente, enfin concurrente ou cette boîte dans cet univers, le mec, il a fait un super post, il y a plein de gens qui ont commenté, plein de gens qui sont intéressés. Bah oui, ça fait sens aller avec Phantom Buster, d'aller récupérer les profils des gens qui ont commenté ça pour derrière pouvoir l'enrichir et les targeter. Donc c'est toujours le ciblage, hein. Il y a plusieurs choses, c'est soit un événement déclencheur, soit un ciblage parce que c'est dans ta target. Donc Phantom Buster, tu as Captain Data. Captain Data, c'est aussi des Français. Là, pour le coup, c'est moins technique. Ils ont des workflows automatisés hyper puissants. Tu peux faire vraiment pas mal de choses. Tu as une autre boîte française qui est Lobster, qui te permet aussi de faire du scrapping. Là, ils sont plus pas loin de la prestation. Tu as Link Helper aussi, dans la liste des solutions qui te permettent de scraper. Non, mais combien dans Voilà. LinkedIn? Moi, j'entendais parler d'eux il y a 3-4 ans déjà. Ouais, Link Helper, il y a 3-4 ans, c'était hyper bien, ça marchait bien, ils étaient vraiment en avance. Après, ils se sont fait directement ban par LinkedIn dessus. Et ils ont sorti une nouvelle version qui, pour le coup, n'est plus ban du tout par LinkedIn et qui est vraiment bien. Ils ont l'avantage, entre guillemets, de cette fait ban par LinkedIn où ils ont arrêté, c'est qu'ils ont repris à zéro. Ils ont fait un truc très propre et très puissant. Donc, Link Helper est aussi très, très bien. Tu peux faire beaucoup de choses. Mais voilà. Donc, si tu as besoin d'un truc cool en comparaison avec Scrapper, j'aurais tendance à recommander un Duxoup. Et clairement, tu es à 3 fois moins cher sur les trucs. Donc, une Dessus, fois, une fois que tu as le scrap, il faut enrichir la donnée. Donc là, bon, je pense que Drop Contact, tu vas nous alors, conseiller ça. oui, oui, tout à fait. Tu peux utiliser plusieurs solutions sur le marché. Il y a pas mal de solutions qui vont te permettre d'enrichir. La plupart des solutions vont te permettre de trouver les emails, mais par contre, ne vont pas te vérifier les emails où il va falloir que tu payes en plus pour vérifier les emails. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, ça va te faire que les emails et de travailler sur de la base de données. Différence, comme je disais tout à l'heure, c'est que nous, on ne travaille pas sur de la base de données, mais en temps réel. Donc, on n'a pas la problématique de l'obsolescence de données. Et aujourd'hui, on est considéré comme la meilleure solution pour trouver des emails par beaucoup de gens. C'est-à-dire que si je prends toutes les boîtes qui font du gros hacking ou toutes les solutions aujourd'hui de scrapping, ils ont tous intégré et ils intègrent tous directement le drop contact en natif dans leur solution. Donc, tu parlais tout à l'heure de Lemlist. Lemlist, ils ont intégré en version bêta aujourd'hui, dans la version bêta de Lemlist, la V3, je crois. Nativement, tu as drop contact et tu n'as que drop contact pour l'enrichissement des emails. Et je peux te dire qu'ils ont quand même testé un paquet de solutions sur le marché. Tu as la Growth Machine. Il y a quelqu'un qui en parlait tout à l'heure dans le QRR, on en reparlera tout à l'heure. Ils ont intégré Drop Contact en natif dans l'enrichissement de la Growth Machine, c'est Drop Contact. Tu as Wallaxy. Donc, Wallaxy, c'est l'évolution de Prospectine, qui est une solution dont on parlera tout à l'heure aussi, je pense, multicanal, donc comme Lemlist, la Growth Machine et Wallaxy. Ils ont intégré nativement Drop Contact. Tu as Phantom Buster qui a intégré Drop Contact. Tu as Captain Data qui a intégré Drop Contact. En gros, voilà, tous les gens qui ont testé, qui sont des growth et qui ont testé toutes les solutions du marché, à un moment donné, arrivent à dire bah oui, mais en fait, aujourd'hui, les meilleurs résultats qu'on obtient et les plus pertinents, c'est Drop Contact dessus. Donc voilà. Mais après, tu peux utiliser Hunter, qui est la marque historique hyper connue. Alors, ce n'est pas le même que toi, c'est Hunter.io, qui est hyper connu. Qui a une grosse base de données sur des données récupérées à droite à gauche. Voilà, tu en as plein sur le marché comme solution. Mais la différence aussi, c'est qu'on ne fait clairement pas non plus que la recherche de l'email. Donc déjà, c'est les emails et ils sont vérifiés. On va te rajouter aussi les numéros de téléphone dans le fichier, comme tu disais tout à l'heure. Les numéros de téléphone, soit qui sont récupérés sur Internet, essentiellement, on va dire Google Maps ou Google My Business, et soit sur le site web de l'entreprise, donc c'est des numéros de standard, mais qui sont RGPD compliant. Donc, on ne fournit pas de numéro de mobile personnel. On n'a pas de données, on n'a pas de données en base. Comme je dis, on n'en a pas d'ailleurs, mais on ne fournit pas de données personnelles. On ne fournira jamais une adresse email de type deniscohen@gmail. Donc, on ne fournit pas d'adresse email personnelle et on ne fournit pas non plus une adresse email générique qui n'a pas de sens. Quand tu fais de la prospection, il faut des adresses email nominatives pro. Donc voilà pour l'aspect du Yes. scrapping. Il y a un autre Denis qui nous demande de rappeler un peu les outils avec l'orthographe. Donc là, je suis en train d'écrire sur le chat. Donc, on a dit pour Ouais. scraper, on a parlé de scrap.io, ça c'est mon outil. Il y a Ducksoup que tu aimes beaucoup. On a aussi parlé de Phantom Buster. On avait parlé de quoi d'autre aussi pour donner l'orthographe? Phantom Buster, Pauline, je crois, est dans la conférence. Donc, si Pauline peut nous les mettre, ça va très, très bien. Mais oui, tu as Scrap.io, Duxoup, Phantom Buster, Captain Data.
Lobster. Voilà, Pauline va s'en occuper, je Ok, pense. top. Bon, on essaie de vous mettre ça. Donc, ça, c'est pour scraper la data, l'enrichir. Ouais. Une fois qu'elle est enrichie, qu'est-ce que toi, tu conseilles de faire sur le Le fichier? shoot. Ouais. Ouais. Alors, tiens, d'ailleurs, c'est marrant parce que tu parlais tout à l'heure de la société Coca-Cola INC. En fait, on est juste en train de finir en termes de code. Ça sera poussé, je pense, dans les 15 jours qui viennent. Le fait de te nettoyer, justement, ça ne te mettra que Coca-Cola. Donc, ça ne te mettra pas machin SARL, SAS, tout ça. Tout ça va être nettoyé dessus, ce qui va te permettre de gagner encore du temps. En fait, après, je te rejoins sur le fait qu'une fois que tu as ton fichier, d'avoir des champs dynamiques. Alors, les champs dynamiques, c'est ce que tu évoquais, c'est-à-dire de pouvoir avoir ce qu'on appelle des icebreakers. Les icebreakers sont intéressants parce que ça te permet d'avoir un petit message plus personnalisé. Il ne faut vraiment pas penser à faire de la grosse masse. Faut prendre en compte que quand tu fais du cold email et qu'il est bien fait, ton taux d'ouverture, ça va être à peu près de 70-80%. Sur 70-80%, tu vas pouvoir avoir des bons taux de réponse. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête, hein. C'est ton taux de réponse. Et on va voir tout à l'heure qu'on peut avoir des taux de réponse par email, mais des taux de réponse aussi par LinkedIn. Euh, et c'est ça qu'il faut vraiment travailler, c'est ces messages. C'est le plus gros du boulot. Il est en amont sur le bon ciblage des bonnes entreprises et des bonnes fonctions des personnes. Et le deuxième plus gros boulot, c'est tes messages. Et là, quel que soit l'outil que tu utilises, hein, que ce soit Lemlist, que ce soit Clenty, Woodpecker, enfin bon, il y en a une cinquantaine ou une centaine. C'est vraiment ton message. Et ça, très souvent, les gens me disent, c'est quoi ta recommandation pour les objets des emails? C'est quoi ta recommandation pour le message des emails? Et en fait, j'ai une phrase que je sors toujours à chaque fois, c'est qu'en fait, la meilleure recommandation là-dessus, c'est de ne pas écouter les recommandations qu'on te donne là-dessus. Pourquoi? Parce que tu as des templates. Donc, tu as des gens qui ont des templates. Tu as des indépendants qui vont pouvoir t'aider à le faire, etc. Mais personne ne peut faire le message. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi en tant que sales ou en head of sales ou l'équipe marketing qui va être capable de vendre ton produit et de faire le message qui va. Si tu prends un indépendant pour faire ça, en fait, l'indépendant, il va juste réécrire, il va écrire ce que toi, tu vas lui dire. Si je veux faire une métaphore un peu particulière, c'est en gros une femme qui accouche, c'est la femme qui accouche, c'est pas la sage-femme. Donc en fait, de toute manière, à un moment donné, ça se fait dans la douleur et c'est toi qui vas le faire et c'est personne qui va le faire à ta place. Et surtout ne pas prendre les templates parce que les gens ils prennent des templates et ils font remplacer. Donc je remplace telle boîte par telle boîte et du coup tu reçois un message en cold email. Bonjour, j'ai vu ton profil sur LinkedIn. Nous avons beaucoup de choses à voir ensemble. Nanana. Ouais, ok, d'accord. Deuxième message. Bonjour, je sais que tu es sûrement très occupé. Est-ce qu'on peut… C'est vraiment, c'est pas ça qu'il faut faire parce que tu n'as pas un message naturel, tu ne crées pas une relation avec les personnes. Ça, c'est le truc où tu veux bâcler ton message. Donc, il faut vraiment faire du jus de cerveau là-dessus. Il faut s'enfermer dans une pièce, passer 1 heure, 2 heures avec les équipes commerciales, gratter le truc, sortir 2 emails types, le tester. Ça ne va pas marcher la première semaine, ça va être foireux, les taux ne vont pas être bons. Revenir dessus, retravailler, retravailler, retravailler. Et l'avantage, c'est quand tu as fait ça pendant quelques semaines avec un envoi par jour de 25 emails, ça suffit, hein, c'est qu'en fait, tu vas progresser sur ton message où ton message sera de plus en plus pertinent et de plus en plus efficace. Et une fois que tu l'as, après, tu as juste à bouger ton curseur et dire bon, maintenant, OK, on va en envoyer 100 par jour. Yes. Et pour rebondir sur ça, même si nous, on va faire, on a prévu d'autres webinaires après pour parler vraiment spécifiquement des messages, mais je pense qu'il y a un truc à retenir, c'est on répond à un humain. Et plus on se rend compte que c'est un vrai humain qui a écrit, donc là, ça passe par du temps, de la personnalisation, etc., plus le taux de réponse va être élevé. D'où il n'y a pas de règles, il faut vraiment… voilà. Mais si on doit sortir des règles, enfin, on va dire des fondamentaux, c'est écrire des messages courts, des messages qui parlent des problèmes de vos clients, qui sont personnalisés et idéalement avec un petit call to action à la fin pour que la personne puisse prendre rendez-vous ou pas avec vous si ça l'intéresse. Mais voilà, dans l'approche, c'est essayer d'apporter de la valeur à votre client. Comme on fait avec ce webinaire-là, on essaie de vous apporter de la valeur pour vous montrer l'expertise. Essayez de faire pareil aussi à moindre mesure dans vos messages. Si c'est un message bonjour, est-ce qu'on peut se parler? Tu vois, c'est comme le fameux salut, est-ce que tu veux sortir avec moi quand tu avais 12 ans? Ça ne marche pas. Il faut essayer d'aller un peu mieux, de faire un peu mieux. Et donc, tu étais hyper précoce, toi, à 12 ans, tu faisais ça? Ah, moi, je faisais ça à 8 ans, moi. Mais ça ne voulait pas dire qu'elle disait oui, hein. Bref.
Ok, donc ça, c'est le dernier outil. Donc, pour finir, une fois que tu as ces beaux messages-là, l'outil idéal, donc voilà, il y a des débats. Il y a Lemlist qui est bien, qui a un bon taux de délivrabilité. Il y a Woodpecker, on a dit. Il y a Clenty avec un K, qui est cool Un aussi. Y. Pardon? Et un Y à la fin. Clenty, Ouais, K-L-E-N-T-Y. C'est des Indiens. En fait, le taux de délivrabilité, ce n'est pas l'outil qui va faire ton taux de délivrabilité. Quel que soit l'outil que tu vas utiliser, il n'y a pas de différence en fait dans l'outil, sauf s'il y a un outil qui a un bug, mais il n'y en a pas. Enfin, honnêtement, ils se valent à peu près tous dans la délivrabilité. Ce qui va jouer beaucoup dans ta délivrabilité, et ça, c'est un vrai sujet aussi qu'il faut traiter dès le départ, c'est la qualité de ton domaine et plus exactement la configuration de ton domaine. C'est le point le plus important qui est négligé parce que les gens ils disent ouais, bah, c'est bon, on m'a dit faire le SPF de DKIM. Hein, en fait, il y a 3 termes qui sont très abscons, qui ont l'air techniquement compliqués, etc. Et en fait, c'est très simple, il ne faut pas chercher trop à comprendre, il faut juste que ça soit correctement paramétré. C'est ton SPF, ton DKIM et surtout ton démarque. Aujourd'hui, les gens ne prennent pas en compte le démarque. Par contre, les solutions en face vérifient le démarque. Je pense que Pauline va nous passer un article qu'on a fait sur le sujet qui est assez précis. Beaucoup d'articles, ouais. Franchement, Ouais. votre contact, le blog, je vous conseille de regarder. Il y a des super articles sur toutes ces choses-là. Nous, on a un Notion pour ça. Et dans le Notion, on a mis pas mal d'articles de chez vous. En fait, juste pour donner le contexte, en fait, ton SPF, DKIM et démarque, et j'explique un peu à quoi ça correspond, sont des choses qui vont authentifier que les emails que tu envoies viennent bien de chez toi. Et pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, dans 90% des domaines email qui existent, je suis à même moi et des hackers sont capables de faire de l'usurpation d'identité. C'est-à-dire, moi, je suis capable d'envoyer des emails, je ne sais pas moi, de ta boîte à toi. Je suis certain que sur ta boîte, la configuration aujourd'hui de ton SPF, DKIM, DMARC me permet, moi, de me faire passer pour toi et d'envoyer des emails en ton nom avec ton adresse email à toi. D'accord? C'est pas, mais quasiment toutes les boîtes n'ont pas sécurisé ça, donc il n'y a pas plus d'inquiétude à avoir là-dessus. Par contre, ce qui joue, c'est quoi? C'est que les entreprises, quand elles reçoivent des emails, et les systèmes de sécurité et de réception des emails vont dire, si je reçois un email d'un domaine qui ne correspond pas à la norme, c'est sûrement un spammer, du phishing, une arnaque ou n'importe quoi, donc je ne l'accepte pas, je le refuse. Donc si par exemple, tu as un domaine sur lequel tu n'as pas configuré ton SPF, ton DKIM, il y a plein d'entreprises dans lesquelles ton email arrivera pas dans la boîte mail, arrivera pas dans l'entreprise ou arrivera dans les spams. Ou même va être envoyé parce qu'il va être mis en refuse bonds, en refuse email, refuse bonds. Il va être envoyé en disant non, ça ton email, ton authentification n'est pas bonne, on ne le reçoit pas. Et donc, il est très important pour la délivrabilité, avant même d'aller vérifier si une adresse email est valide ou pas, que toi, ton domaine, soit vraiment extrêmement bien paramétré là-dessus. C'est le premier critère. Et quelle que soit la solution, la délivrabilité va être la même. Donc, c'est vraiment le point qui est important. Thierry nous demande si on a un test pour vérifier la robustesse de notre mail serveur. Moi, j'utilise Mail Tester. Ouais. Est-ce que tu en as un autre? Alors, Mail Tester, oui, tu as ça. Tu as MX Tools. Tu peux aller voir sur MX Tools, ça va aller voir si tu es dans les blacklists, si tu es blacklisté, pas blacklisté, etc. Mais surtout, ce qu'il faut vraiment faire, c'est. D'ailleurs, ils sont indiqués dans l'article qu'a envoyé Pauline. Ils sont indiqués dessus. Et Pauline, si tu pouvais passer l'autre article, celui des 4 fantastiques sur le DKIM, sur la configuration, parce que dans celui-ci, c'est un article dans lequel, en fait, il y a une sorte de. On vous a fait Elle a envoyé. tuto. Elle a envoyé, OK. Un tuto qui permet effectivement de dire si je suis G Suite, voilà, je suis le tuto pas à pas et je configure et j'ai tout configuré, c'est propre. Si je suis chez OnePlus One, voilà la configuration. Si je suis chez Gandhi, voilà la configuration. Parfait. Alors, on arrive. Merci. Donc là, on a fait la liste de tous les outils. Donc, vous avez compris. D'abord, bien trouver son persona, bien comprendre à quel on va parler. Puis, faire la recherche sur SalesNav pour avoir les profils des bonnes personnes. Puis, scraper cette recherche, l'enrichir, travailler un peu ou beaucoup le dossier, rentrer cette base super bonne dans un mail merger et envoyer des mails ultra personnalisés, ultra simples. Vous pouvez aussi, si on fait une petite bifurcation, passer par un outil comme Prospecting pour le faire ou Alaxi maintenant pour faire sur LinkedIn directement envoyer des messages, ou alors Lemlist peut envoyer aussi des messages directement depuis LinkedIn. Ça,
c'est l'outil, c'est la somme des différents outils. Là, on va arriver donc à la deuxième partie, le truc que vous attendez tous. Comment est-ce qu'on peut automatiser tout ça d'un coup? Juste avant, mini coupure pub, parce que j'aime bien faire ça. Comme là, les gens ils sont chauds, on fait vite fait notre pub. Nous, côté STFU, on a 2 programmes. Un qui s'appelle Flash, Lamia va vous mettre le lien, qui vous permet de vous accompagner à travers des vidéos, des exercices et surtout du coaching individuel par des entrepreneurs aguerris lors de votre lancement de boîte. Et un autre outil qui s'appelle Hunter qui vous permet de mettre en place tous les outils dont on vient de parler dans votre entreprise directement et qui est à destination plutôt des PME qui ont trouvé un peu leur product market fit et qui veulent accélérer et qui veulent mettre en place ces outils-là. Donc globalement, si vous êtes une petite dizaine et que vous voulez accélérer, c'est le moment de nous appeler. Voilà, il y a tous les détails. Si vous voulez regarder, n'hésitez pas à nous passer un petit call. Denis, un truc à dire? Non, c'était parfait ce que tu dis Pas de sur le pub. moment, sur la minute pub. Ouais, un truc Non, sur la… non, c'est parfait, c'est impeccable. Regardez vraiment les articles des blogs de Drop Contact, c'est toujours de très très bonne qualité. Franchement, bravo, il faut le reconnaître, hein, il faut le souligner. Ah, Euh, en fait, on essaye de délivrer. C'est vrai que chez Drop Contact, on ne parle pas tellement de la vie de la boîte en interne, des RH, etc. C'est pas, moi, ça ne me semble pas être un sujet très, très important. C'est vrai que sur LinkedIn, il y en a beaucoup parce que LinkedIn, par définition, c'est beaucoup la vie, les relations, c'est un réseau social, etc. d'entreprise. Donc, forcément, il y a ces sujets-là. Mais on n'est pas tellement sur cette approche de contenu. On est vraiment sur une approche de contenu de délivrer, en tout cas, ce que l'on considère comme étant important de la technique, de la connaissance, dans notre savoir-faire à nous. Tu vois, nous, notre savoir-faire, c'est tout ce qui est email, délivrabilité. C'est des sujets sur lesquels on fait on passe beaucoup de temps, on fait pas mal de R&D. On a des gens qui sont hautement compétents sur cet aspect-là. Donc, c'est un vrai travail. Et donc, on le délivre, que ce soit effectivement sur des lives ou que ce soit sur les articles que l'on fait et qu'on publie sur les blogs. D'ailleurs, moi aussi, je vais faire ma petite pub 30 secondes. Ce que je vous propose aussi, comme on fait pas mal de posts sur… en fait, LinkedIn, c'est le moyen pour nous de communiquer le plus. Donc, en fait, je poste avec mon profil, je poste effectivement des posts et des articles. Donc, si vous voulez suivre l'actualité, le mieux, c'est de de m'envoyer une invitation LinkedIn pour que je puisse vous accepter. Et dans ce cas-là, vous aurez les informations directement. Donc, je pense que Denis Cohen, sur LinkedIn, avec mon profil, on doit reconnaître ma tête. il ne poste que des choses intéressantes. Quoi Tu ne postes que des choses intéressantes. Je peux en témoigner. J'essaye, j'ai pas cette prétention-là, mais en tout cas, on bosse pour. Ceci étant, les derniers articles, par exemple, tu vois, j'ai fait un live avec Scalesia sur la problématique des 100 invitations LinkedIn par jour versus 100 invitations par semaine. Je crois qu'on a eu 1500 personnes qui sont inscrites, 700 personnes pendant le webinaire au moment de pointe, ce qui est quand même un gros élément. J'en ai fait un autre j'ai fait un post où on avait, je crois, 1300 personnes qui ont demandé en commentaire l'article sur la fonction cachée de LinkedIn. Donc oui, je pense qu'on a des choses qu'on délivre et les gens sont intéressés. Donc voilà, bon, peut-être qu'après on se loupe sur certains posts, mais comme tout le monde, tu peux difficilement faire de la qualité tout le temps. Donc de temps en temps, effectivement, on fait des choses qui marchent un peu moins bien, mais bon, c'est pas très grave. Et donc, le moment que vous attendez tous, comment est-ce que toi, Denis, tu automatises tout? Quels outils tu recommandes? Ouais. Alors, nous, notre cible, d'abord, beaucoup de choses qui sont faites sont les gens qui vont prendre rendez-vous directement dans notre calendrier de moi et Léa, qui est notre sales senior. Et donc, on ne fait pas de prospection en cold call. On n'appelle pas dans le dur. On ne fait pas ça. Pour moi, le ROI là-dessus est très compliqué à voir. C'est épuisant pour les commerciaux. Voilà, donc je pense qu'en 2021, le cold call, c'est vraiment sur certains business très, très particuliers et il faut bien analyser le retour sur investissement. Moi, je suis beaucoup plus sur le fait de faire effectivement du LinkedIn, du webinar et beaucoup de contenu et puis effectivement du call d'email. Donc, notre target pour le call d'email, elle est très, très bien définie chez nous. C'est-à-dire que toutes les entreprises peuvent être effectivement en B2B, peuvent être clientes de Drop Contact. Donc là, c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui en termes de live, de contenu, etc. Et ceux qu'on target en parallèle, qui sont nos cibles, sont les entreprises qui ont fait des levées de fonds. Donc, dès qu'une entreprise, et pour l'instant, on est focus sur la France en termes d'acquisition, dès qu'une entreprise fait une levée de fonds, en fait, on l'identifie. Donc, on a l'information. Donc là, c'est du code qui est fait par nous pour nous. Et on va aller scraper sur LinkedIn plusieurs profils
dans la boîte, donc s'ils sont présents, on va trouver le CEO, le Head of Sales, le CMO, les growth, éventuellement les CEO. Donc, tout ce qui est marketing, une direction en termes de CEO et sales. En fait, ces fiches-là, ces prénoms, ces noms et ces entreprises, on va les pousser dans notre Pipedrive. Donc, nous, on n'utilise pas Drive comme CRM. Et dans Pipedrive, on a une intégration Drop Contact, puisque Drop Contact a une intégration qu'on a faite qui permet effectivement, dès qu'il y a une fiche qui est importée ou qui est ajoutée dans Pipedrive, de faire tout le travail que fait Drop Contact, c'est-à-dire de l'enrichir, trouver l'email, corriger les inversions prénom-nom, ajouter le monsieur, madame, qui va nous permettre d'accorder les emails de cold email, de retrouver les numéros de téléphone, de les ajouter, etc. De détecter les doublons, de les fusionner automatiquement, parce qu'on a peut-être scrappé une boîte qui a fait une levée de fonds et on a trouvé, je ne sais pas moi, le patron de PayFit, mais il était déjà dans le CRM. Donc, si tu veux, Drop Contact va se rendre compte qu'il y a une fiche qui existe déjà avec Firmin et que là, avec le processus automatique, ça a rajouté encore Firmin. Du coup, ça va fusionner automatiquement. Drop Contact va fusionner automatiquement les données pour avoir une seule fiche systématiquement et le plus enrichi possible puisqu'on consolide l'information. Voilà, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on a des filtres dans Pipedrive. On a un filtre qui est fonction du profil, donc le CEO, le Head of Sales, CMO, etc. Okay, donc, on a ces filtres-là. Ces filtres-là, ils sont rattachés à 5 campagnes qui sont dans l'M-List. Une campagne pour les CEO, une campagne pour les CMO, etc., etc. Et dans chaque campagne, qui est une séquence, en fait, il y a le lien qui est fait entre, et l'intégration est très bien faite entre l'M-List et Pipedrive. Dès que l'M-List va voir, parce qu'il vérifie les filtres, il est connecté au filtre de Pipedrive dont je parlais, dès qu'il voit qu'il y a un nouveau contact qui rentre dans ce filtre, qui est éligible dans ce filtre, du coup, il le prend pour lancer la séquence dessus. Donc, automatiquement, on a une boîte qui a fait une levée. Notre process aujourd'hui permet de scraper automatiquement les personnes et on les pousse dans Pipedrive. Et derrière, c'est automatique, Drop Contact enrichi. L'M-List voit qu'il y a une nouvelle fiche qui rentre dedans, lance la séquence. Sur la séquence de l'M-List, nos messages sont hyper personnalisés. L'hyper-personnalisation, elle joue à plusieurs niveaux. Elle va jouer si on tutoie ou on vous voit la personne. Parce qu'il y a des gens que je connais, tu vois, par exemple, j'ai dit Firmin. Firmin, dans mon CRM, dans Pipedrive, j'ai un champ qui est tutoiement, et donc il est mis en tutoiement. Et donc, quand on va fusionner les fiches, il va rester en tutoiement, et dans l'M-List, on va lui envoyer un message en tutoiement. Je vais expliquer tout à l'heure comment on fait ça. Et du coup, ça a un vrai intérêt parce que si aujourd'hui j'envoie un email de call email à Firmin et que tout d'un coup je le vois alors que d'habitude je le tutoie, c'est mort. Le mec il sait que c'est un truc automatique, que ce n'est pas une vraie relation, que c'est naze, etc. Donc c'est surtout l'enjeu de faire du call email, c'est que les gens en face ne puissent pas savoir que c'est un truc automatique. Le vrai objectif, c'est de se dire les gens ne doivent pas voir que c'est automatique et derrière je dois avoir un call to action. Mais ils ne doivent pas percevoir que c'est automatisé. Donc, si tu tutoies ou que tu vous vois, probablement un vrai intérêt à ajouter ça. Deuxième élément, comme c'est monsieur, madame, fonction du prénom que Drop Contact m'a mis, c'est monsieur, madame, je vais pouvoir accorder mes emails. De la même manière que le tutoiement, je vais pouvoir accorder mes emails pour faire de l'hyper-personnalisation et pas être dans des messages, comment on appelle, avec de l'écriture inclusive, qui est parfois compliqué quand même à lire. Après, il y a des gens fans, des gens pas fans, mais ça, c'est autre chose. Troisième élément, c'est que dans les entreprises qu'on a ramenées, on a des secteurs d'activité. Et donc, dans le message qu'on va envoyer, on va citer nos clients qui sont dans le secteur d'activité de cette entreprise. Et donc, ça veut dire que, par exemple, si j'envoie un email de cold email automatisé à une entreprise qui est dans le RH, on va leur citer des clients à nous qui sont en RH. Donc, on va leur dire, comme Welcome to Jungle, Job Teaser, Talent.io, PayFit qui utilisent Drop Contact au quotidien et on leur a pas mis machin. Donc, forcément, si tu es dans les RH, que tu reçois un email de Drop Contact, que tu es le CEO d'une boîte de RH qui a fait une levée de fonds et que tu vois qu'il y a Welcome to Jungle, Job Teaser, PayFit et Talent.io qui sont clients de Drop Contact, ton message a beaucoup plus d'impact que si je citais des entreprises qui n'ont rien à voir avec le secteur d'activité de mon client, de mon prospect. Pour ça, en fait, et c'est un point qui est important, et pour moi, c'est une obligation dans les outils qu'on utilise pour faire des emails, c'est qu'il faut que l'outil que tu utilises pour faire des emails, donc que ce soit Clenty, Lemlist, Mixpack, etc., il faut qu'ils intègrent un fonctionnement un langage qui s'appelle le Liquid, L-I-Q-I-D de tête, qui permet en fait de faire des variables dans ton email. Pourquoi ? Parce que
si je prends l'exemple du tutoiement, si tu n'as pas le Linked, tu vas être obligé de faire une campagne avec des messages de tutoiement, une campagne avec des messages de vouvoiement. Puis après, si tu dis, bah, je vais faire des messages pour les femmes et des messages pour les hommes, du coup, tu dois remultiplier ça par deux. Donc, tu vas faire tutoiement femme, tutoiement homme, vouvoiement femme. Enfin, c'est juste pas possible. Et après, si je te rajoute les, comment ça s'appelle, les exemples d'entreprises de ciblage, alors là, c'est mort. L'avantage du Linked, c'est qu'en fait, il va prendre une variable et il va adapter le texte en fonction de ça. Donc, je vous invite à regarder le Linked. Dans l'Emlist, c'est intégré. Et en l'occurrence, je suis assez content parce que c'est moi qui leur avais demandé de l'intégrer en insistant et leur montrant les avantages que ça avait fait. Et en 15 jours, ils l'ont intégré. Clenty, que j'utilisais bien avant, ça faisait 2 ans que je me battais pour qu'ils l'intègrent. Ils ne l'ont toujours pas intégré. Ce qui donne aussi la réactivité de l'Emlist par rapport à améliorer le produit par rapport à Clenty, mais qui est aussi un bon produit par ailleurs. Voilà, donc pensez vraiment avoir du Linked pour ça. Donc là, je reprends mon process. On cherche les entreprises, ça scrape LinkedIn, ça pousse dans PipeDrive, drop contact enrichi. L'Emlist voit qu'il y a des nouvelles fiches qui sont dans les segments, va shooter les emails sur ces entreprises. Ensuite, Donc, ouais, la différence par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il y en avait un où on prenait la liste et on l'a travaillé individuellement et ensuite on l'envoyait dans la liste. On ne parlait pas de CRM. Toi, du coup, tu scrapes, tu rentres direct dans le CRM. Le CRM est connecté à Drop Contact, donc va enrichir et améliorer la donnée. Et ensuite, l'Emlist va reconnaître qu'il y a des nouveaux contacts qui sont arrivés. Et donc, en fonction des paramètres que tu as mis sur l'Emlist, qui va dire toutes les personnes qui sont issues de cette liste-là, tu me les envoies, il va être ajouté automatiquement à la campagne et donc il va recevoir son petit email. et en plus, ce que fait l'Emlist dans son intégration avec PipeDrive, c'est que et là tu peux choisir des paramètres, mais quand il shoot le message de cold email, il va te l'ajouter dans ton PipeDrive, dans la fiche du contact en disant j'ai envoyé tel email. Quand la personne va ouvrir l'email, c'est pareil, ça va l'ajouter aussi dans ton PipeDrive. Et quand la personne va cliquer sur un lien, ça va aussi l'ajouter dans ton PipeDrive. Ce qui veut dire qu'en fait, ton PipeDrive, dans cet exemple de use case, c'est ton hub. C'est ton hub, c'est là où tes commerciaux travaillent, tes SDR, BDR, Inside Sales, marketing, tout ça, travaillent sur un seul endroit dans lequel tu dois avoir tous tes fichiers. Et ça fait des années que j'insiste sur ce phénomène-là. Ne mettez pas des fichiers à l'extérieur de votre CRM. Toutes vos données de contact doivent être obligatoirement dans votre CRM. Parce que classiquement, tu as des Google Sheets qui traînent de partout. Classiquement, tu as fait bosser un stagiaire sur des fichiers Excel. Classiquement, enfin, tu en as partout. Le problème du fait que tu en as partout, c'est que tu ne consolides pas cette information-là, premier point, que tu la retraites plusieurs fois, alors que cette information-là, en fait, c'est un vrai capital. Tu montes une boîte, la première chose que tu vas faire après avoir fait ton produit, c'est trouver des prospects et des clients. D'accord? Et ce que tu vas faire, d'abord, tu vas commencer à taper dans tes propres réseaux, ton carnet de contacts, tes amis, tes dîners. Donc, tu travailles sur des contacts. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est effectivement aller faire éventuellement des lives pour récupérer des gens, aller récupérer sur LinkedIn. Donc, en fait, tu te rends compte que quelque chose qui a beaucoup de valeur, ce sont les contacts que tu as. C'est un capital sur ton entreprise. Et celui-ci doit être consolidé à un seul endroit. Deuxième phénomène, c'est que si tu as mis dans ton CRM que les gens qui sont tes clients ou des prospects parce que tu les as déjà eu en contact au téléphone, etc. Le problème, c'est qu'à côté, tu as des fichiers où tu as une autre base ou l'Emlist ou autre, s'ils ne sont pas connectés, qui contient d'autres contacts. Et quand tu vas scraper, tu vas rescraper ces mêmes personnes. Donc, du coup, tu as des gens que tu es en contact et en même temps, tu vas les prospecter comme si tu ne les avais pas en contact. Donc, c'est une aberration dans la relation que tu as avec tes clients. Donc, il faut vraiment mettre toutes ces données au même endroit. Et en général, le mieux pour ça, c'est forcément ton CRM. Donc, que ce soit Salesforce, HubSpot, PipeDrive, peu importe. Mais mets tous tes contacts au même endroit. Ne laisse pas traîner des fichiers de contact à droite, à gauche. Je reviens sur mon process. Ensuite, tout à l'heure, tu en parlais un petit peu sur Prospecting. Effectivement, ça fait partie des outils qui permettent d'envoyer des invitations LinkedIn et de faire des follow de messages différents. Moi, ça fait un petit moment que j'ai insisté à partir du moment donné où il y a beaucoup de gens qui commencent à envoyer beaucoup d'invitations sur LinkedIn, de dire que l'invitation sur LinkedIn dans le dur n'est pas la meilleure pratique selon moi. La meilleure pratique selon moi, c'est d'envoyer l'invitation LinkedIn uniquement sur les gens qui ont ouvert tes emails de cold email. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc tu envoies un email, cold email, l'Emlist. OK. Tu as 60, 70, 80% de taux d'ouverture sur tes emails. Au moment donné où la personne a ouvert ton email, tu vas lui envoyer à ce moment-là, dans le quart d'heure, la demi-heure, une invitation LinkedIn. Le gros intérêt de ça, c'est que tu lui envoies une invitation LinkedIn à un bon momentum puisqu'il vient d'ouvrir ton email. Donc, il a au moins survolé le nom de ta boîte, il a au moins survolé ton argumentaire. OK. Quand il fait ça,
tu vas avoir ton taux d'acceptation LinkedIn qui est plus fort. Premier point. Deuxième point, c'est que la note que tu vas lui envoyer, elle va faire sens. Parce que la note que tu vas lui envoyer, c'est Salut David, je viens de te faire parvenir un email. Pour mémoire, drop contact, fais ci, fais ça. Bah, surtout si tu as la moindre question, tu peux directement me la poser ici. Et là, on a fait deux choses qui sont intéressantes. C'est qu'on a envoyé un bon message qui renforce ton message de call d'email. D'accord. Le deuxième élément, donc tu arrives à un bon momentum pour la personne, donc ça fait sens de lui envoyer ce message LinkedIn. Et le troisième élément, c'est que tu vas améliorer ton taux de réponse de rentrée en conversation. Pourquoi? Parce que quand tu as un message de call d'email, si par exemple je veux savoir si Drop Contact, enfin quelqu'un veut savoir si Drop Contact marche, trouve les emails pour des boîtes étrangères, il ne va pas me le demander par email parce que c'est très engageant de répondre commercialement par email. C'est-à-dire que tu vois, j'ai reçu un email de Drop Contact, il dit oui, bah, salut Denis, je voulais savoir si Drop Contact pouvait faire ça à l'international. Par email, c'est très engageant. Et si je suis plutôt dans mon funnel de décision, je ne vais pas t'envoyer de réponse. Enfin, je ne vais pas répondre et pas te poser la question par email. Par contre, si j'ai reçu le chat de LinkedIn, je suis plus sur un mode qui est support en ligne, quelque chose qui est plus synchrone dans la relation. Dire, bah tiens, ça tombe bien, justement, j'ai reçu votre email, en effet, je voulais savoir est-ce que Drop Contact marche pour l'international. Et là, tu as engagé ta conversation. Et ce que ça fait, c'est qu'en fait, en faisant dans ce sens-là, tu vas améliorer et renforcer ton multi-channel. Alors que si tu fais une pratique qui se fait beaucoup, c'est que des gens font, c'est ils envoient un message LinkedIn et quand les gens ne répondent pas à LinkedIn, du coup, ils leur envoient un call d'email. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut le faire, mais dans l'autre sens. En tout cas, nous, on le fait. On a plusieurs clients qui le font. Ça n'a rien à voir. Les taux de réponse et tout, c'est hyper cool, quoi. Génial. L'heure tourne, il est 14 heures. Est-ce que tu as un mot pour conclure ou on va passer rapidement à la réponse aux questions? Alors, je pense qu'on peut faire la réponse aux questions directement et puis on fera un petit mot après. Carolina nous dit, est-ce que tu recommandes l'outil Apollo? Est-ce que tu connais l'outil Apollo? Oui, je connais très bien Apollo. Apollo, l'origine des données, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est une copie de LinkedIn qui est un très bel UX. Mais si tu veux, ils n'ont pas la mise à jour aussi efficace que celle de LinkedIn. Après, il y a toujours un vrai sujet quand même, qui est toujours le problème qu'il faut que j'évoque parce que je pense que les gens n'ont pas conscience. C'est quelle est l'origine des données? Quelle est l'origine des données? C'est-à-dire qu'en gros, comment, Carolina? Carolina, c'est un peu comme si je te disais, tiens, j'ai un iPhone 12 Apple dans la boîte d'emballage et je te le vends 100 dollars. Tu l'achètes, tu ne l'achètes pas. C'est un peu la même chose, tu vois. C'est prends l'origine, prends pas l'origine. Donc moi, je n'ai pas de sujet d'éthique par rapport à ça. Je sais parce que pour l'avoir vu en avant-première, je sais que jeudi, il y a l'émission de l'UC, je ne sais plus comment elle s'appelle, Cache Investigation, qui parle de la donnée personnelle, qui va faire un petit peu de bruit quand même. Et tu vois, par exemple, tu as des entreprises qui te fournissent les numéros de téléphone mobile. Eh bien, il y a une vraie question sur… En tant que commercial, tu dis, bah, c'est cool, j'ai le numéro de téléphone mobile des gens. Mais après, en tant qu'utilisateur, enfin en tant que personne qui a un numéro de téléphone mobile, tu te dis, mais attends, mon numéro de téléphone mobile, ils l'ont eu d'où? Mais comment ils arrivent à avoir mon numéro de téléphone mobile? Quelle est l'origine de ça? Ça vient, c'est quoi la source? Et puis, moi, en tant que Carolina, est-ce que finalement, je n'ai pas un souci sur le fait qu'on vende mon numéro de téléphone mobile à n'importe qui? Donc, ça, c'est le sujet. Apollo, c'est un peu la même question. C'est une copie de LinkedIn, très clairement. Tu as les mêmes infos, les anciennes infos de LinkedIn. Bah, la question est là. Donc, moi, j'ai tendance à dire que la meilleure base de données, c'est LinkedIn. Donc, effectivement, ce qui est mis le plus à jour, c'est LinkedIn. Let's go sur LinkedIn. Et Olivier, donc la question la plus upvotée, ce sera la dernière à laquelle on répondra. Pour créer ma question, pour créer la stack suivante, scraping LinkedIn, enrichissement base de données, envoi d'une invitation LinkedIn, envoi d'une séquence call d'email, suivi d'une séquence plus prise de rendez-vous, le tout dans un Google Sheet ou HubSpot CRM. Est-ce que le mieux, c'est Sales Navigator, Phantom Buster, Drop Contact, Lemlist, Zapier ou Integromat et Google Sheet ou la grosse machine? Donc, en gros, il a repris un peu ce qu'on s'était dit. Si je résume, toi, ce que tu as dit, moi, ce que j'ai dit, c'est Sales Nav plus Scrap ou DocSoup ou éventuellement Phantom, plus Drop Contact plus Lemlist. Et après, ouais, tu peux mettre du Zapier et du Google Sheet ou le connecter directement à Pipedrive avec du Zapier. Et ce qu'a dit Denis, c'est plutôt SalesNav, puis tu scrapes et tu l'amènes directement sur Pipedrive qui est connecté avec Drop Contact et connecté avec LinkedIn pour relancer tout de manière En fait, ouais. En fait, il n'y a pas vraiment d'école. C'est-à-dire, il n'y a pas une meilleure solution qu'une autre. La Growth Machine est une super solution qui marche très bien. Les autres solutions marchent très bien.
il y a pas de règle, tu vois. Je ne peux pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Nous, de toute manière, honnêtement, je m'en fiche parce qu'on est dans toutes les solutions. Donc, que ce soit la Growth Machine, que ce soit l'Emlist, Phantom Buster, Captain Data, ça ne changera rien et de contact dans tous les endroits. Dans la pratique, ça dépend vraiment de l'approche. C'est-à-dire que si tu es sur une approche un peu plus, genre je gère mes leads d'un côté et ensuite j'envoie ça dans mon CRM, probablement que la Growth Machine est plus adaptée sur cette pratique-là. Si tu gères tout dans ton CRM, tu peux utiliser aussi, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, parce que j'ai parlé de Duxoup, mais quand tu me demandais l'automatisation, chez Duxoup, ils ont fait une intégration pas grave qui est juste ouf, qui te permet en fait, tu fais ta sélection SalesNav, tu appuies sur ton petit bouton Duxoup et en fait, Duxoup va scraper et pousser directement dans Pipedrive. Donc, tu n'as pas besoin de Zapier. Hein. Ça pousse directement dans ton Pipedrive. Drop Contact l'enrichit, la ministre le voit, va shooter, il va faire ton truc. Donc, en fait, entre les deux, si tu n'as pas de drive, bah, tu peux te faire un process comme ça, Duxoup, Pipedrive, Drop Contact, la liste. Tu as ça. Tu peux te faire SalesNav, parce que la Growth Machine, il faut quand même que tu aies SalesNav. Donc, SalesNav, la Growth Machine dessus, tu peux te faire aussi comme ça. Et puis, et quel autre process? Voilà, tu as les deux. Après, moi, j'ai des clients aussi qui ont des use cases un peu particuliers. Donc, eux, ils utilisent HubSpot. Et du coup, ils n'ont pas pris la Growth Machine. Ils le font avec un Pipedrive. Donc, en gros, ils ont pris un Pipedrive à 15 € par mois, parce que Pipedrive, c'est 15 € par mois, hein, donc pas le bout du monde. Et du coup, ils ont mis un Duxoup, un Pipedrive, donc un Duxoup à 50, un Pipedrive à 15, un Drop Contact, un Lemlist, et ils font le job comme ça. Ouais, ouais, ça, Il y a pas, ouais, je crois que vraiment, non, dans avec les 200 outils, balles. C'est ça, avec 200 balles, tu peux démarrer. 200 balles par mois, tu peux et démarrer. la Growth Machine, tu n'es pas loin non plus, tu es dans les mêmes ordres de budget. Enfin, C'est le minimum. honnêtement, je crois qu'il n'y a pas de règle. C'est vraiment, tu sais, dans les outils SaaS, là, on parle de bons outils à chaque fois. Là, c'est franchement des bons outils. Ça dépend comment toi, tu rentres dans l'outil, comment tu le kiffes et comment tu te sens à l'aise avec, etc. Donc voilà, tout ça, c'est des bons outils. Et il n'y a pas un mec qui va dire oui, c'est ça la solution absolue qui est vraiment merveilleuse. Sauf les commerciaux, tu vois. Les commerciaux de Drop Contact vont dire Drop Contact, c'est bien. Les commerciaux de la Growth vont dire que la Growth, c'est bien. Les commerciaux de la liste vont dire ce qui est normal, quoi. Yes, parfait. On a dépassé le temps. Merci beaucoup, Denis. Oui. C'était un vrai plaisir de faire ce webinaire avec toi. J'espère que ça vous a apporté beaucoup de valeur, que vous allez pouvoir appliquer un peu ça. Il y a beaucoup d'articles donc, qui ont été écrits sur le blog de Drop Contact. Je vous conseille d'aller dessus. Les activités concernées par le call calling. Globalement, là où le call calling est vraiment indispensable, c'est quand les mecs soit sont pas sur LinkedIn, soit ne regardent pas leurs emails, genre des restaurateurs et des trucs comme ça. C'est plutôt pas mal de faire du call calling ou du porte-à-porte. Voilà. Le replay, on va poster le replay sur YouTube. Donc, toutes les personnes qui se sont inscrites, donc vous allez recevoir un petit mail avec le lien du replay. Voilà, de toute façon, vous pouvez nous contacter sur LinkedIn, nous ajouter, tout ça, tout ça. Et regarder sur nos sites internet à nous. Si on a pas mal de ressources, nous aussi, sur notre site scfu.pro, startthefub.fr. Merci beaucoup, Denis. Ciao à tous. Ouais, vas-y. Un dernier point aussi, parce que je n'en ai pas parlé. Vous pouvez créer votre compte Drop Contact puisque vous avez droit à 100 tests gratuits. Donc, pour pouvoir tester gratuitement directement Drop Contact. Donc, allez créer votre compte Drop Contact si vous voulez Yes. faire de l'enrichissement en adresse email, entre autres. Excellente journée à tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation, David. C'était un grand plaisir, Denis. À bientôt. Salut à tous. À bientôt. Bon après-midi. Bye bye. Ciao.